Donc justement, le prochain conférencier, c'est un jumeau de quelqu'un d'autre aussi. Et c'est Étienne Patin, généticien de population et chercheur CNRS à l'Institut Pasteur. Il s'intéresse à l'histoire évolutive de l'homme et ses conséquences sur la santé, notamment sur notre système immunitaire. Ses travaux ont révélé la dynamique complexe du peuplement de l'Afrique subsaharienne et les relations en particulier entre les peuples de chasseurs-cueilleurs de la forêt et les peuples d'agriculteurs. Il est considéré comme le pionnier de l'étude du métissage comme moteur d'évolution et d'adaptation de l'homme et de la femme à son environnement. Il y a plus de 100 publications à son honneur dans les meilleurs journaux, ce pour nous en biologie parfois c'est important, comme Science, Nature Genetics, etc. Et il a reçu le prix récemment d'Hélène du Collège de France. C'est un plaisir pour moi d'accueillir Étienne Patin. Merci Louis. Bonjour à tous. C'est pour moi un honneur de pouvoir intervenir dans ce colloque de rentrée du Collège de France qui va me donner l'opportunité d'intervenir sur cette question de l'identité et de la diversité de l'humanité par la vision d'un généticien des populations. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Donc ces grandes questions ont taraudé l'humanité depuis l'aube des temps. Une manière d'aborder ces questions fondamentales, c'est d'essayer de questionner l'identité et la diversité de l'humanité. Et un certain nombre de penseurs ont essayé donc de catégoriser l'humanité en grands ensembles, pour la plupart sur des critères culturels. Donc je prends les définitions ici de Dawson. Civilisation, par exemple, est un processus original de créativité culturelle qui est l'œuvre d'un peuple. Pour Brodel, un espace, une région culturelle, également une collection de traits culturels. Pour Durkheim et Mauss, une sorte de milieu moral englobant un certain nombre de nations, chaque culture nationale n'étant qu'une forme particulière du tout. En aucun cas, vous voyez dans ces définitions apparaître le mot biologie ou génétique, évidemment. En tant que généticien des populations, nous nous interrogeons sur une autre entité qui est la population. Qu'est-ce que j'entends par population? Alors simplement pour moi, une population, c'est un ensemble d'individus interféconds qui transmettent leur patrimoine génétique à la génération suivante. Il faut bien comprendre qu'une population peut recevoir des migrants d'une autre population et par ces migrations, il reçoit ce qu'on appelle un flux génique, du matériel génétique d'une population à l'autre. Quand on parle d'une population, on a en tête tout de suite que ce flux génique est relativement faible, c'est-à-dire qu'un individu de la population bleue a plus de chances d'avoir une descendance avec des individus de la population bleue que des individus de la population jaune, comme vous pouvez le voir. Si ce flux génique est vraiment très important, les deux populations vont finir par n'en former plus qu'une. Si le flux génique est nul, les deux populations accumulent des différences biologiques qui vont finir par les rendre stériles l'une avec l'autre, plus interfécondes, et former des populations différentes. Évidemment, ces deux populations, si on remonte dans le temps, viennent d'une population ancestrale. Qu'est-ce qui fait que cette population ancestrale s'est séparée en deux populations différentes? Qu'est-ce qui fait que le flux génique s'est diminué entre les deux populations? Donc là, ici, on fait appel au concept de barrière reproductive, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va empêcher les migrations entre les deux populations. Dans la plupart des espèces, ces barrières sont simplement géographiques. La distance entre deux populations, également des montagnes ou des rivières, par exemple. Mais chez l'homme, les choses sont légèrement différentes. Effectivement, on sait, qu'en regardant la diversité des populations humaines, certaines populations qui vivent pourtant très proches géographiquement les unes des autres n'ont pas un flux génique très important, parce qu'ils parlent des langues différentes ou parce qu'ils ont par exemple des religions différentes.
Donc là, on se rend compte ici, et je veux bien clarifier ça, que la culture influence la génétique, ici. Mon raisonnement est très simple. Si nous utilisons langue et religion pour définir civilisation, et que langue et religion peuvent agir elles-mêmes sur les barrières reproductives et la définition des populations, dans le sens biologique, est-ce qu'on peut simplement faire cette hypothèse très bête, très simple, les grandes civilisations sont-elles des populations distinctes? Ma réponse immédiate est non. Pourquoi? Pour une raison très très simple, les gènes se transmettent verticalement, d'une population à l'autre, d'une génération à l'autre, des parents à leurs enfants. C'est ce qu'on appelle une transmission verticale. Un fait culturel, comme la langue, une religion, une innovation technologique, elle se transmet évidemment de manière verticale. On peut apprendre à nos enfants à faire la même chose que nous, mais également de manière horizontale. On peut tout à fait apprendre notre langue à notre voisin, à un membre de notre communauté ou même à un membre d'une autre population. À partir de ce principe assez simple, on peut s'attendre donc qu'une civilisation peut être faite de plusieurs populations et à l'inverse, une même population peut s'identifier à plusieurs cultures. Essayons de vérifier cet attendu assez simple. Et pour ça, nous allons devoir déterminer quelles sont les populations humaines. Vaste tâche. Nous le faisons avec l'outil de la génétique. Ce qui veut dire que nous allons séquencer l'ADN de deux populations. Ici, je prends l'exemple d'une population d'origine africaine et d'origine européenne. En séquençant cet ADN, on voit des mutations le long de cet ADN, et certaines de ces mutations sont propres à une population, les mutations bleues en Afrique, et d'autres sont propres à l'autre population, jaune en Europe, mais également on voit des mutations grises qui sont partagées entre ces populations. Ces mutations, elles viennent soit de la population ancestrale, que je représentais en gris précédemment, soit elles ont été transmises d'une population à l'autre par flux génique. Dans tous les cas, à partir de ces données-là, on va pouvoir compter le nombre de différences génétiques entre les deux populations pour en obtenir une distance génétique. Si je calcule cette distance génétique sur la base de quelques polymorphismes entre des populations qui sont censées représenter les différents continents de la Terre, on va voir des distances génétiques qui sont importantes. Par exemple, est-ce que j'ai le pointeur? Excusez-moi. Entre Africains et Océaniens, ce qu'on interprète comme l'évidence que ces populations sont séparées il y a longtemps. À l'inverse, on voit une distance plutôt faible entre Asiatiques de l'Est et Américains, Native Americans, qui laisse suggérer que ces populations sont séparées il y a assez peu de temps. Interprétation assez simple. Dans les années 80 et années 90, Luca Cavalli-Sforza, qui est le père de notre discipline, la génétique des populations humaines, a fait cette hypothèse simple. En partant de cette matrice, est-ce que je peux essayer de reconstituer l'histoire des populations? Et cette histoire, c'est une histoire qu'on va appeler génétique à partir de maintenant, car elle concerne notre évolution génétique. À partir de cet arbre, il va donc déduire un arbre, et c'est la manière dont il va vouloir représenter les données génétiques. Cet arbre, en réalité, fait un certain nombre d'hypothèses. Et la principale hypothèse qu'il fait, c'est que chaque branche, ici, chacun de ces continents et les populations qui y vivent, ont évolué indépendamment les unes des autres. C'est qu'il y a un faible flux génique entre ces populations. Et à partir du moment où on fait cette hypothèse, on peut même estimer le temps de divergence, le temps de séparation entre ces populations, à partir du moment où on connaît la vitesse à laquelle les mutations s'accumulent le long de ces branches. 20 ans plus tard, grâce à des améliorations technologiques, on peut obtenir un arbre qui est plus représentatif des populations humaines et qui, cette fois, est basé sur des centaines de milliers de polymorphismes. De cet arbre-là, on remarque plusieurs choses. Les populations africaines subsahariennes, représentées en rouge, se séparent les premières de toutes les autres, et toutes les populations non africaines représentées ici s'originent d'une seule et même branche qui sort d'Afrique. Cette observation a été interprétée comme une évidence de la sortie d'Afrique.
Donc qu'est-ce qui se passe si je projette cet arbre maintenant dans l'espace et dans le temps? Donc comme vous le savez sûrement tous, l'histoire commence en Afrique, où il y a à peu près 300 000 à 100 000 ans, on a déjà la formation de certaines populations humaines. Encore une fois, population, j'entends un groupe d'humains isolés les uns des autres par un flux génique faible. Et puis, il y a 70 000 ans, une population africaine sort d'Afrique pour coloniser le reste de l'Eurasie, en Europe, dans l'Asie du Sud, l'Asie de l'Est, et puis l'Océanie. Et puis, il y a 20 000 ans, une population eurasiatique va quitter le continent eurasiatique par le détroit de Bering pour coloniser les Amériques. Ensuite, ce que nous dit cet arbre, c'est que tout simplement que les populations vont rester sur place, elles vont évoluer chacune dans leur coin, tranquillement, et un flux génique faible va opérer entre elles, c'est-à-dire qu'elles évoluent indépendamment. Donc on n'a a priori pas violé l'hypothèse de l'arbre phylogénétique qu'a fait Luca Cavalli-Sforza. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je superpose cette carte avec une carte, certes très critiquée mais non moins célèbre, des civilisations de Huntington? Donc on voit un certain nombre de similitudes, mais ce qui saute aux yeux aussi, c'est évidemment les choses qui ne me collent pas. Pour vous donner un exemple de ce que Huntington appelle la civilisation islamique, en bordeaux foncé, elle est composée au niveau génétique de populations d'Afrique du Nord et d'Indonésie qui ne sont pas proches les unes des autres sur l'arbre génétique, évidemment. L'exemple inverse, si on prend deux populations qui sont à peu près proches génétiquement, c'est les populations chinoises et japonaises, Huntington les définit comme des civilisations différentes, même si génétiquement elles sont relativement proches. Donc comme nous avions anticipé précédemment, les grandes civilisations rassemblent différentes populations, au sens biologique, plus ou moins apparentées génétiquement, et les populations très proches génétiquement peuvent également s'identifier à des cultures très différentes. C'est très simple, notre identité culturelle et notre appartenance à ce qu'on appelle une civilisation est hautement dynamique, alors que, potentiellement, ce n'est pas le cas pour les populations. Mais attendez, est-ce qu'on est obligé de faire cette hypothèse que si les cultures et les civilisations changent, les populations, elles, restent en place? En réalité, tout notre raisonnement précédent se basait sur cette hypothèse simple de stase démographique. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que j'ai fait cette hypothèse que les populations, une fois qu'elles sont arrivées au lieu qu'elles ont colonisé, elles vont rester sur place, être isolées les unes des autres par un flux génique faible. Mais je dirais que cette hypothèse ne colle pas forcément avec certaines intuitions qu'on peut avoir. La première, c'est qu'on connaît, dans les périodes plus récentes de l'histoire, des grands mouvements de population qui ont eu lieu et qui sont bien établis. Et on peut se poser la question de pourquoi ces grands mouvements de population n'ont eu lieu que dans les périodes récentes. La deuxième observation, c'est que les archéologues, les linguistes ont mis en évidence de grandes diffusions de langues et de technocomplexes dont on parlait ce matin. Est-ce qu'il est obligatoire de nous dire que, dans ce cas-là, c'est forcément les cultures qui se déplacent et les peuples restent en place, ou les peuples se déplacent avec leur culture? Au cours des 10 dernières années, des changements technologiques fondamentaux dans notre discipline vont permettre de tester cette hypothèse de stase démographique. Le séquençage de nouvelle génération, combiné avec certaines prouesses techniques, vont nous permettre d'obtenir des génomes de nombreux individus de la génération actuelle, mais également de squelettes du passé, qui vont nous permettre pour la première fois d'observer directement les changements génétiques des populations dans le temps. Ce changement méthodologique, il est aussi allié à un changement méthodologique très important, qui va amener à un changement conceptuel. Ce changement conceptuel, c'est le suivant. Avant, nous utilisions un arbre pour représenter les données génétiques. Comme je vous le disais, cet arbre fait l'hypothèse que nous, en tant qu'individus, nous appartenons à une population qui, elle-même, est isolée des autres populations. Le changement méthodologique et également conceptuel que nous faisons depuis 10 ans est d'imaginer l'individu, moi, comme descendant de plusieurs populations ancestrales. À partir de ce moment,
on peut envisager de comprendre l'évolution de notre pool génétique, de notre génome, comme un métissage entre des populations ancestrales qui va changer au cours du temps. Et qu'avons-nous appris avec ce changement conceptuel? Prenons l'exemple du territoire français, que je ne connais pas très bien, je suis désolé, mais je pensais que ça intéresserait l'auditoire. Donc, si je dis des bêtises, faites-moi signe. Donc, si vous voyez l'arbre phylogénétique que je vous présentais précédemment, la population française correspond à une branche. Donc, c'est une population qui s'est isolée à partir d'un moment d'autres populations européennes. Très bien. Si l'on regarde nos livres scolaires, j'ai d'ailleurs pris celui de mon fils qui est rentré en 6e cette année, ce livre nous dit que le territoire français était d'abord habité par des chasseurs-cueilleurs au Mésolithique, et puis cette population de chasseurs-cueilleurs, à force de changements technologiques, de changements socioculturels, va devenir les peuples de Gaulle. Ensuite, nous troquons nos braies pour des pantalons, nos menhirs pour les téléphones portables, et voilà. Encore une fois, on fait au final l'hypothèse de stase démographique. On fait l'hypothèse que fondamentalement la population qui habitait le territoire français n'a pas changé, alors que les cultures, elles, les pratiques, les modes de vie, les langues et les religions, elles, ont changé de manière très dynamique. Malheureusement, il n'en est rien. Et là, je vais devoir donc emprunter ici des résultats qui ont été obtenus sur une cinquantaine de squelettes qui ont été découverts sur le territoire français par les équipes d'Eva-Maria Gegel, Thierry Grange, Mélanie Pruvos, et donc des analyses qui ont été dirigées par Samantha Brunel. Avant de pouvoir parler de ces résultats, je vais devoir introduire une nouvelle visualisation, une nouvelle représentation des données génétiques. Comme je vous l'ai dit, on quitte la représentation de l'arbre, qui nous laisse supposer que nous sommes des populations isolées les unes des autres, pour maintenant conceptualiser chacun de nos génomes comme le résultat d'un métissage de populations ancestrales. Donc si nous prenons par exemple cet individu de l'âge de bronze, ce que nous faisons précisément, c'est tout simplement prendre nos plus beaux pinceaux, au nom fleuri de modèles de Markov cachés, par exemple, pour pouvoir peindre le génome de cet individu. Chacun des petites portions de ce génome, on va le peindre selon son niveau d'identité génétique, de ressemblance génétique avec des populations que nous avons définies comme populations ancestrales. Quelque chose qu'on peut critiquer tout à fait. Mais en tout cas, ici, on va partir du principe que ces populations sont des populations ancestrales. Donc une partie de génome de cet individu ressemble plus à la population ancestrale jaune, à la population ancestrale verte ou bleue. Ensuite, nous allons simplement résumer toutes ces inférences en une seule barre horizontale qui représente le génome de cet individu à l'âge de bronze et les différentes proportions que nous pensons venir de ces trois populations ancestrales. Qu'est-ce que nous voyons au Mésolithique sur le territoire français? Nous voyons deux couleurs, bleu foncé et bleu clair. La couleur bleu clair, ces données encore une fois sont un peu parcellaires évidemment et encore préliminaires, il faut discuter plus avec les archéologues. Ces données bleu clair sont associées aux Magdaléniens et il a été suggéré donc que ça correspond à une population qui vivait donc dans la péninsule ibérique et qui aurait donc migré vers le nord de l'Europe après le dernier maximum glaciaire. Bleu clair. Deuxième couleur, bleu foncé, encore plus à prendre avec des pincettes ici, une association avec une autre population de chasseurs-cueilleurs qui, elle, serait venue de l'Anatolie à la période de Bolling-Alérode. Et ce que je voudrais mettre en évidence ici, c'est que les deux individus, on ne fait pas toute une histoire avec deux individus, mais quand même, deux individus trouvés sur le territoire français sont issus d'un mélange entre ces deux composantes de chasseurs-cueilleurs. Nous arrivons au néolithique. L'agriculture, l'archéologie nous dit, comme vous le savez, que l'agriculture apparaît à cette période. Et donc on va voir la répartition du technocomplexe et de l'agriculture qui va partir de l'Anatolie pour ensuite arriver dans toute l'Europe de l'Ouest.
On peut se poser légitimement la question, et c'est une question qui est débattue depuis bien longtemps, si cette culture va être transmise de voisin en voisin sans que les populations bougent, ou si ce sont ces peuples qui bougent avec leur technologie. Ce qu'on voit en tous les cas, c'est qu'à partir du moment où on arrive dans le néolithique précoce et dans le néolithique, sur le territoire français, une nouvelle couleur apparaît. Et cette couleur, elle est génétiquement associée aux Anatoliens, les premiers fermiers qui ont été étudiés dans ces études. Un autre point qui est très important et que j'essaie de mettre en lumière ici, c'est que sur ce territoire français, les individus qu'on observe, ils n'ont pas uniquement une couleur verte, ils ont également une couleur bleue, ce qui signifie que les populations à l'époque sont issues de métissage entre des fermiers anatoliens et les chasseurs-cueilleurs qui étaient déjà sur le territoire. Et ça ne s'arrête pas là. Donc quelques milliers d'années ensuite, on voit encore apparaître une nouvelle couleur, ici en jaune, qui, si on les compare à d'autres populations dans les données, sont très proches génétiquement des populations d'éleveurs des steppes pontiques qui se trouvent entre donc, la mer Noire et la mer Caspienne, et donc les peuples Yamna, à qui on attribue donc l'utilisation des chars à roues, l'utilisation intense des chevals et également des kourganes. Dans tous les cas, il paraît ici très clair que la population qui habite le territoire français au cours de ces époques, du Mésolithique jusqu'à l'âge de fer et encore après, est le résultat de migrations massives et de métissage aussi très importants entre trois populations ancestrales, chasseurs-cueilleurs de l'Europe de l'Ouest, en bleu, anatoliens fermiers en jaune, en vert, excusez-moi, et des populations des steppes pontiques en jaune. De ces résultats, j'en déduis que les populations, qui ont souvent été relativement isolées au Pléistocène, entrent en expansion spatiale suite à des innovations technologiques majeures et elles vont se retrouver donc en contact. Là, j'aimerais faire un point supplémentaire. Qu'est-ce que l'outil génétique peut nous apprendre des conséquences du contact de deux populations? Est-ce que la population qui arrive va remplacer l'autre population? Ou est-ce que, suite à un certain nombre d'événements, on va finir par avoir métissage entre ces populations? Donc là, la génétique peut nous apporter un élément de réponse. Pour répondre à cette question, on va se déplacer cette fois en Afrique subsaharienne. Comme vous le savez, l'Afrique subsaharienne, donc, comme je vous l'ai dit, a une grande diversité de populations, une grande diversité génétique, car il y a un certain nombre de populations qui se sont séparées il y a longtemps dans le continent. Donc, par exemple, ici, vous avez en gris des populations qu'on va appeler africains de l'Ouest, en rose, africains de l'Est, mais également un certain nombre de populations de chasseurs-cueilleurs qui vivent dans des milieux différents. En vert, les chasseurs-cueilleurs de la forêt équatoriale, qu'on va appeler souvent pygmées. Ici, les Hadza, qui vivent en Afrique de l'Est. Et ici, les Khoisan, qui sont des populations de chasseurs-cueilleurs qui, traditionnellement, basent leur subsistance sur des milieux désertiques. Malgré cette grande diversité génétique, les linguistes ont remarqué, au début du XXe siècle, une certaine homogénéité linguistique entre les populations d'Afrique subsaharienne. Ce qui les a amenés à faire l'hypothèse que récemment, une expansion linguistique, de langue donc, serait apparue dans ce continent. Ils ont pu postuler que la région d'origine de cette expansion linguistique était la frontière Nigeria-Cameroun, et à partir de données linguistiques fines, essayer d'établir des routes de migration de ces populations. Cependant, encore une fois, la langue, les données linguistiques ne nous permettent pas de dire si cette diffusion d'une langue a été faite par les peuples qui bougent avec leur langue ou les peuples qui restent en place et qui transmettent leur langue à leurs voisins. Nous avons donc séquencé un certain nombre de génomes de populations de langue bantoue que je vais surimposer sur cette carte. Ce que nous voyons apparaître sur ces résultats, c'est une nouvelle couleur, rouge, qui est la même partagée entre toutes les populations bantouphones. En réalité, quand on y regarde de plus près, il y a une certaine homogénéité génétique, même assez importante, entre ces populations. Et cela tend à suggérer que la diffusion linguistique des langues bantoues s'est faite par les peuples avec leur langue.
Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand une population bantoue rencontre une autre population sur le territoire africain? Je vais ici essayer de diviser 3 cas différents. Le premier cas, qui est celui qu'on observe le plus souvent, c'est celui du métissage. Donc, prenons l'exemple ici des Khoisan, en Afrique du Sud. Les Khoisan donc, se sont séparés il y a plus de 200 000 à 300 000 ans des autres populations humaines et vivent dans un milieu assez particulier. Les Bantous, eux, débarquent il y a environ à peu près 1000 ans dans la région, 1500 ans dans la région. Un intérêt de l'outil génétique, c'est qu'on peut dater quand le métissage a lieu. En regardant la longueur des différents segments qu'on a dans le génome, qu'on a peint de différentes couleurs, on va pouvoir dire si le métissage a eu lieu récemment ou de manière beaucoup plus ancienne. Et là, ce qu'on date, c'est un métissage qui n'est pas très loin dans le temps de la première arrivée des Bantous dans la région. Donc on en déduit ici que dans cette région en particulier, la conséquence de l'arrivée des Bantous a été un métissage assez rapide. Évidemment, la génétique ne nous dit pas du tout comment s'est fait ce métissage, si c'est un métissage forcé ou si les choses se sont faites de manière pacifique. Deuxième cas de figure qui a été mis en évidence par notre collègue Pontus Skoglund, dans les régions d'Afrique du Sud-Est, ici, la situation est bien différente. En séquençant des squelettes d'individus chasseurs-cueilleurs datant de 4000 ans sur le territoire, il trouve une population qui n'existe plus. Une population qui, au niveau génétique, est intermédiaire entre les Khoisan et les Hadza. Cette population marquerait donc un continuum de population qui n'existe plus aujourd'hui. Quand il regarde des squelettes qui datent d'à peu près 1000 ans, il voit cette fois cette couleur rouge dont on a déjà parlé, et elle est totale sur ces individus. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de métissage ici. Donc on en conclut de cette situation qu'il y a eu dans ce cas remplacement de population. Troisième situation un peu particulière, que je connais un peu plus, c'est celle de l'Afrique centrale. Donc en Afrique centrale, on sait que depuis à peu près 100 000 ans, des populations de chasseurs-cueilleurs de la forêt équatoriale vivent ici, et puis il y a à peu près plus de 3500 ans arrivent donc encore une fois les populations de langue bantoue. Alors comme vous pouvez le voir en regardant ici les résultats pour les populations bantoues et les populations de pygmées, il y a effectivement métissage entre ces populations, mais ça se fait un petit peu différemment de l'exemple des Khoisan. Pourquoi? On sait que donc, les Bantous débarquent il y a à peu près 3500 ans. Pourtant, quand on date le métissage, ce métissage est beaucoup plus récent. Il date de 800 ans, pas plus. Donc ici, on a une situation un peu particulière où les populations se rencontrent et ne se métissent que longtemps après. Et il est intéressant ici de constater qu'aujourd'hui, ces deux communautés ont développé des interactions socio-économiques très profondes et probablement anciennes, et pourtant il y a des tabous très stricts contre les intermariages. On ne sait pas exactement pourquoi, mais en tout cas ça donne une certaine lumière sur ces résultats qui laissent penser qu'il y a une certaine cohabitation entre ces groupes, une interdépendance, et qui n'a pas été accompagnée par un flux génique entre les deux communautés. Certains auteurs suggèrent simplement que les populations pygmées ont un statut symbolique qui est surnaturel pour les Bantous et qui fait que les Bantous les craignent et les admirent, mais aussi les rabaissent. À partir de ces différents exemples, donc, j'aimerais simplement faire passer ce message qu'à l'instar des cultures qui changent de manière très dynamique, les populations également changent rapidement. Elles migrent, elles cohabitent, elles se métissent et elles disparaissent également. On en déduit également que la majorité des populations humaines sont issues de métissage et forment donc un réseau connecté par des flux géniques importants. Quelles sont les conséquences de ce métissage sur l'évolution des populations ? Alors, nous savons que la sélection naturelle opère sur des mutations dans notre génome qui apparaissent de manière aléatoire. Certaines mutations vont diminuer ou augmenter notre capacité de survivre ou de nous reproduire. Si une mutation apparaît dans une population, la population bleue, elle va être transmise à la génération suivante, mais parce que les populations humaines se métissent énormément, elle va également être transmise à la population d'à côté, la population jaune. Si nous imaginons que cette population bleue est avantageuse, qu'elle nous permet de mieux nous adapter à notre environnement, alors la population jaune a récupéré de ce métissage une mutation qui va les aider à survivre.
L'hypothèse que nous faisons ici, c'est que le métissage favorise l'adaptation génétique. Est-ce que nous sommes capables de trouver les traces de ce phénomène dans le génome des populations métissées? Reprenons encore l'exemple de l'Afrique. Comme vous le savez maintenant, des populations de langue bantoue arrivent en Afrique de l'Est et se métissent avec des populations que je représente en rose ici, des populations donc, qui incluent des pastoralistes dont le mode de vie est basé souvent sur leur bétail. Il a été montré précédemment que ces populations ont acquis un trait adaptatif qui leur permet de digérer le lait à l'âge adulte. Ce trait adaptatif est dû à une mutation apparue dans le gène de la lactase. Qu'est-ce qui se passe si je peins le génome des populations bantoues de l'Est qui arrivent ici il y a 1500 ans, un peu plus de 1500 ans? Je vois qu'en moyenne, ils sont comme ça, ils ont beaucoup de rouge et un peu de rose. Mais quand j'arrive au niveau du gène de la lactase, on voit ici un excès de rose par rapport au rouge. Ils sont trop Afrique de l'Est comparé à ce qui est le reste du génome. De cette observation et d'analyse plus poussée, on en déduit que les populations bantoues de l'Est ont récupéré la mutation de la lactase qui leur permet de digérer également le lait à l'âge adulte, et que cette mutation a été sous sélection naturelle forte depuis métissage. Alors ce n'est pas un exemple isolé. Lorsqu'on regarde les populations de langue bantoue de l'Afrique de l'Ouest, qui se sont métissées avec des populations de chasseurs-cueilleurs de la forêt équatoriale, on voit un très fort excès de la couleur verte au niveau du chromosome 6, qui est la région du HLA, là où on trouve un certain nombre de gènes qui sont essentiels à la réponse immunitaire aux pathogènes. D'autres exemples nombreux, chez les Fulani, en Afrique de l'Ouest, issus du métissage entre populations africains de l'Ouest et nord-africains, on voit également un signal pour le gène de la lactase. Les Fulani ont acquis la capacité de digérer le lait à l'âge adulte des Européens, mais également un signal où ils ont un excès d'origine africaine sur un gène qui s'appelle ACRE1, qui leur permet de résister complètement au paludisme. La même histoire est découverte également au Madagascar, où les populations qui, à la base, sont d'origine indonésienne, vont se métisser avec des populations de langue bantoue, et ils vont comme ça acquérir, de la même manière, la résistance au paludisme. De ces différents exemples, je conclus que le métissage contribue à l'adaptation génétique. Pour conclure sur toute cette présentation, en empruntant également les réflexions de Carol Quigley, nous suggérons que les civilisations naissent d'un mélange culturel, souvent, mais également du métissage des populations. Nous voyons avec ces différents résultats que les populations humaines forment ce que je vais appeler une métapopulation, un certain nombre de petites populations reliées par un flux génique fort, et que ce flux génique a pu favoriser la diffusion de caractères adaptatifs. Et je finirai avec une question d'ouverture. Si nous partons du principe que la civilisation est le plus grand groupe culturel auquel on peut s'identifier, est-ce qu'on peut imaginer donc que la métapopulation humaine est dépositaire d'une civilisation du métissage? J'en profite pour remercier donc notre laboratoire génétique évolutive humaine, nos collaborateurs, nos organismes financeurs, et puis une petite mention à mon frère jumeau, justement, Nicolas Patin, qui m'a conseillé sur la bibliographie. Merci.